Heureux de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le Mali peut pousser un ouf de soulagement. Les dirigeants ouest-africains réunis à l'occasion du sommet de la CEDEAO ont levé dimanche 3 juillet à Accra les sanctions commerciales et financières qui étouffaient le pays depuis janvier. Le décryptage de cette levée de sanctions dans l'entretien du jour, nous recevons Émile Belakwaku, consultant en développement international. Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'avoir reçu. Faisons un retour bref des sanctions qui avaient été prises contre le Mali par la CEDEAO. Ouais, peut-être qu'il faudrait repartir juste brièvement dans l'historique même des sanctions, c'est-à-dire qu'en 2020, il y a eu un premier coup d'État qui, par la suite, a été, donc il y a eu une deuxième phase en 2021. Et à la suite donc de ces deux coups d'État successifs-là, il y a eu une réunion de la CEDEAO, des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, pour prendre donc des dispositions. Et le Mali donc a prévu avoir donc les élections, du moins le rétablissement de l'ordre constitutionnel après, à partir donc des élections autour donc de février, donc on va dire un peu plus tôt 2023. Et malheureusement, ces mesures n'ont pas été bien évidemment respectées. Et en janvier, donc les chefs d'État, en janvier, je vais dire 2020, donc les chefs d'État 21, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO vont donc se retrouver et puis donc prendre des sanctions, prendre des mesures pour pouvoir donc en quelque sorte amener donc la junte à pouvoir évidemment abdiquer et puis céder le pouvoir par donc le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Donc c'est de là qu'est parti donc ces sanctions. Et ces sanctions vont donc prendre différents aspects. Donc il y a l'aspect économique, notamment donc la cessation de tout ce qu'il y a comme transaction pour le gouvernement du Mali, et donc le gel de comptes donc de l'État du Mali et des entreprises publiques et parapubliques au niveau donc du Mali auprès donc de l'UEMOA et de toutes les entités centrales, donc des banques centrales donc des États membres. Et puis il y a aussi le retrait des ambassades, le rappel des ambassadeurs des États membres donc de la CEDEAO qui sont accrédités auprès du Mali. Donc tout cela mis ensemble, ça a en quelque sorte mis une forte pression sur le gouvernement du Mali. Et la forte pression s'est fait ressentir. Est-ce que la levée des sanctions est la conséquence de cette forte pression sur la junte? Évidemment, la levée des sanctions a eu une conséquence notable parce qu'au bout du compte, ce qu'il fallait constater, c'est que le peuple malien, donc avec donc la junte, a essayé de pouvoir en quelque sorte maintenir le pouvoir pendant une bonne durée. Au départ, ils sont partis sur la base ils ont tenu donc une sorte de ce qu'ils ont appelé donc les assises nationales de la refondation. J'ai pas le terme exact. Et à l'issue donc de ces assises, il y a eu une sorte de recommandation qui a été donc de pouvoir garder le pouvoir jusqu'à 6 ans et demi. Et 6 ans et demi, c'était bien évidemment inacceptable. Le chef de la junte, Assimi Goïta, donc est revenu sur cette recommandation et il a réduit de 6 ans et demi, il est revenu à 5 ans et demi. Et bien évidemment, ce n'était pas du tout du goût donc, des chefs d'État de la CEDEAO et ils vont donc bien évidemment mettre la pression pour que ça puisse cesser. Aujourd'hui, donc, on est passé donc de 6 ans et demi, 5 ans et demi à aujourd'hui 3 ans, donc c'est quand même quelque chose d'acceptable. Alors, quel est donc votre les avis sanctions ont eu un impact. D'accord. Quel est votre avis dans le traitement du dossier malien par la CEDEAO? Je crois que ici, dans une certaine mesure, la CEDEAO a montré que quoi qu'on dise, elle demeure en tant qu'entité donc régionale, elle demeure une force majeure de rétablissement de la démocratie dans la zone CEDEAO, dans ce sens que les sanctions qui ont été prises ont quand même porté, parce que autrement on serait certainement amené l'État, donc le peuple malien. C'est vrai qu'il faut le dire, le peuple malien était donc en accord avec la junte, bon peut-être majoritairement, mais qu'en est-il de la minorité donc qui ne l'était pas? Mais les sanctions de la CEDEAO ont permis quand même de pouvoir apporter ce résultat. Donc de mon point de vue, il y a quand même un effet salutaire sur cela. Après, ce qu'il faut aussi considérer, c'est le fait que ces sanctions avaient donc, quoique elles n'étaient pas forcément, elles avaient donc pour but de pouvoir exempter la population et plutôt mettre l'accent sur la junte, mais elles avaient quand même un impact sur la population de manière générale. Et parlons aussi de cette population. Comment est-ce qu'elle a réagi durant toutes ces sanctions? Est-ce que la population a eu un poids en termes de pression sur la junte? Est-ce que la CEDEAO a été à l'écoute de la population pour qu'on en arrive à ce stade?
Oui, je le disais tantôt, la population était en fait en phase, c'est l'effet peut-être contraire qu'il fallait. Dans la plupart des cas, lorsqu'il y a des cas de figure de cette façon, je veux dire qu'il y a des coups d'État, on voit la population on a l'exemple par exemple du Soudan, dont la population qui se rebelle en quelque sorte contre le coup d'État. Mais dans le cas du Mali spécifiquement, on s'est rendu compte que la population était en phase avec le pouvoir, donc la junte. Donc il y a eu quand même cet effet de surprise qu'on pourrait peut-être caractériser de manière générale donc de l'attitude donc de la population malienne. Mais il y a aussi une prise en compte des aspirations de la population de manière générale dans les décisions de la CEDEAO, parce qu'il fallait quand même s'assurer que on ne fasse pas de pression de sorte à pouvoir étouffer la population. Et quand des acteurs de la société civile aujourd'hui s'élèvent avec des voix comme par exemple celle de l'imam, très influent imam Diko, qui aujourd'hui est en train donc de pouvoir pousser l'opinion pour que la jeune puisse en quelque sorte se rendre compte de ces incohérences. Il a traité la junte au pouvoir d'attitude, une attitude en quelque sorte d'arrogante et tout ce qui est là. Ça montre que même si à l'origine la population était en phase avec la junte, quand même quelque part il y a aussi des voix qui se révèlent contre, et c'est ce qui conforte en quelque sorte les décisions de la CEDEAO. D'accord. Après cette décision de la CEDEAO, à quel niveau est-ce que la junte est attendue en termes d'action concrète? Oui, en termes d'action concrète, la junte a proposé donc un calendrier électoral qui va donc permettre de faire des élections en 2024 et puis une révision constitutionnelle en mars 2023 suivie des élections législatives en novembre-décembre 2023. Donc ça, ce sont des actes spécifiques et qui sont bien évidemment attendus, et c'est sur cela qu'il va falloir juger la junte. D'accord, avec tous ces différents coups d'État dans la sous-région, quelle est la leçon qu'il faut retenir? Ah oui, on a eu peur au bout d'un moment, je dis cela, parce que quand il y a eu le coup d'État du Mali, après il s'en est suivi celui donc de la Guinée, récemment le Burkina, et puis il y a même eu une tentative de coup d'État en Guinée-Bissau. Donc on a eu peur en quelque sorte d'un effet de contagion dans la zone. Et on s'est dit qu'il fallait peut-être pas voir ça autrement. Mais heureusement que les choses sont en train d'évoluer et on va quand même s'assurer que ça ne s'étende pas. Mais il y a forcément de quoi craindre au niveau de ces successions d'accès au pouvoir par ces voies anticonstitutionnelles. Il y a quand même des mesures à prendre. Et entre autres mesures, le respect donc des protocoles de la CEDEAO sur la démocratie et de l'Union africaine aussi sur la démocratie. Je crois que ce sont des choses qui pourront rétablir l'ordre constitutionnel par la voie démocratique, par la voie des urnes. D'accord, vous croyez à un retour des civils, à une stabilité du pays et puis un retour des initiatives de développement pour le Mali? Dans les années précédentes, il y a eu quand même beaucoup de coups d'État. Et puis, au bout de quelques années, à partir des années, on va dire 2000, les choses ont commencé relativement à évoluer. On a cru qu'il y a eu quand même une stabilité au niveau régional, la région CEDEAO. Et puis, avec le cas du Mali, les choses ont changé. Donc, on peut penser qu'il y a eu quand même, il peut y avoir une stabilité. Et je crois que s'il y a une application stricte des règles de la CEDEAO, parce que la CEDEAO dispose d'instruments dans ce sens-là, s'il y a une application des règles strictes donc de la CEDEAO dans ce sens, et de l'Union africaine aussi de manière générale, il y a de fortes chances que nous ayons une stabilité dans la zone CEDEAO et en allant sur le continent au niveau en Afrique de manière générale. D'accord, la dernière question en moins de 30 secondes. Si la démocratie, c'est effectivement le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, comment le peuple devrait réagir pour que ce pouvoir qui est entre sa main, il puisse véritablement le maîtriser? Et pour cela, il faut bien évidemment qu'il y ait des cadres pour s'exprimer. Et quand je parle des cadres, d'abord les consultations pour les cas de changement constitutionnel. Et il faut déjà que la population soit en mesure de s'exprimer. Il y a aussi donc la participation aux élections. Il faut que la population soit formée et puis amenée aussi à participer aux élections. Et puis quand cela n'est pas fait, évidemment, il faut que la population puisse s'exprimer. Je ne suis pas du tout un adepte des coups d'État. Je ne supporte pas les coups d'État. Mais j'estime qu'au bout d'un moment, il faut quand même que la population soit informée des enjeux, qui sont impliqués, qui entrent en ligne de compte lorsqu'il y a des coups d'État et que la population puisse prendre ses responsabilités. Et cela va évidemment
vraiment de soi que si la population est informée, elle peut prendre des décisions majeures pour elle-même. La levée des sanctions financières et économiques pour le cas du Mali a fait l'objet de cette émission. Merci Émile Bellakwaku, vous êtes consultant développement international. Avec vous, on en a fait le décryptage. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média 1.